Eh bien, en réalité, je développe plus de force que ça. Ça voudrait dire que quand je me mets au milieu, je me mets à l'angle intermédiaire, vous mettez l'appareil sur la barre sur des gonds, je me mets au milieu, et là, je suis capable de mobiliser 110, 120 kg. Par contre, si je les mets en bas, je ne peux plus la remonter. Donc là, mon muscle développe plus de force à l'angle intermédiaire. Ce qui explique que pour une charge constante, eh bien, au début et à la fin, je suis au maximum, au milieu, je suis facile. Donc la tension du muscle, là, elle a cette forme-là, c'est-à-dire exactement le contraire de la forme de celle que j'obtiens quand je fais des oscinétismes. Donc ici, la différence entre une contraction isométrique où là, la tension est sous-maximale au milieu, alors que là, au milieu, alors que pour un appareil isocyclique, la tension, elle est maximale en tout point, donc ça veut dire que c'est là où je développe le plus de force à ce moment-là. Ce qui veut dire que la force maximale, le seul appareil véritablement qui permet de définir la force maximale d'un muscle, c'est un appareil isocynétique. C'est pas avec un appareil de musculation, c'est pas quand je fais du squat ou autre. Voilà. Alors, quelques notions utiles à l'entraîneur quand même, parce qu'on sait que quand on fait une extension du genou, par exemple, eh bien on obtient deux courbes comme ça, et on sait que le quadriceps développe en général, il développe forcément plus de force que les ischio-jambiers, pour la moitié à vitesse lente, les deux tiers à vitesse rapide. Et si je suis au-dessous de ces rapports-là, ou au-dessus de ces rapports-là, au-dessus, il n'y a pas de souci, au-dessous de ces rapports-là, le risque de blessure est très important. Ça, c'est une notion très très importante à prendre en compte quand on a des athlètes très entraînés. Le rapport entre l'angle, on sait que l'angle, la force maximale, la force maximale, le pic de la courbe, il est atteint pour le genou pour un angle de flexion entre 50 et 70 degrés. C'est là en gros où je suis capable de développer plus de force. C'est pareil, c'est comme si je faisais un squat, je me mets sous la barre à cet angle-là. Là, si j'ai un maximum à 150, là, je suis capable de déplacer 170, 180. Par contre, si j'ai un maximum à 150, ici, le plus dur, ça va être de décoller. Et au milieu, ça va aller, et je vais avoir du mal à verrouiller les genoux. Parce que pourquoi mon muscle est trop raccourci en haut et il est trop étiré en bas. Au milieu, je suis facile. Donc c'est cet angle-là que je vais développer le plus de force. On le sait, si je fais une contraction isométrique, je le fais. Ou même dynamique. Pardon. On sait aussi, alors là, si je prends à vitesse, je peux mesurer la force à vitesse lente ou à vitesse rapide. Là, par exemple, vous voyez, je suis à vitesse lente, 60 degrés par seconde. En gros, on obtient la même courbe que tout à l'heure. Si je fais une contraction isométrique à vitesse rapide, ici, j'obtiens ça. Ce qui veut dire que là, il y a une différence de force. Mon muscle développe plus de force à la vitesse de 60 degrés par seconde. C'est 60, pas à 20. À 20, il y a d'autres problèmes. Au-dessus, je suis moins fort. C'est la vitesse avec laquelle je développe le plus de force, c'est 60 degrés par seconde. Alors on constate aussi que par contre, le temps de montée est beaucoup plus court. Hein. On a l'abscisse, on a le temps. Alors on sait aussi que quand on fait des mesures, il faut vérifier et connaître. Par exemple, on sait que la force en isométrique concentrique, elle est inversement proportionnelle à la vitesse. Si je veux développer une force maximale, forcément, ça va être à vitesse. Je vais avoir du mal, c'est à vitesse lente. Par contre, un excentrique, c'est le contraire. Plus la vitesse est rapide, plus je vais développer une force, plus je suis capable de résister. Par contre, jusqu'à une certaine vitesse, Au-delà de 120, 130 degrés par seconde, là, ça rediminue. Mais en gros, il y a une inversion entre. On est toujours plus fort. Alors vous voyez, donc ça c'est pour la vitesse de contraction. Alors à droite c'est en positif, c'est de 0 à 7 cm/s. Pour l'excentrique, c'est dans l'autre sens, c'est une vitesse négative évidemment, parce que c'est négatif dans le sens où je retire. Hein. Et bien on voit qu'en excentrique, plus ça va rapide, plus la vitesse est rapide, plus je développe de force. Pour le concentrique, c'est le contraire. Et donc il faut savoir qu'en excentrique, je développe toujours plus de force qu'en concentrique évidemment. La relation force-vitesse est inversée pour cette relation. Donc ça, c'est des choses à savoir quand on fait de l'évaluation avec un appareil isocyclique, évidemment. Le moment de la journée aussi très important. Hein. C'est sûr que si vous faites une évaluation à 8h le matin et que vous faites une mesure à 18h le soir, pour le même individu à deux moments différents, vous allez avoir des valeurs, même s'il n'a rien fait du tout, il ne s'est pas entraîné particulièrement, vous allez voir, il est 20% plus fort que la dernière fois.
Ah oui, forcément, vous êtes il faut savoir qu'on est le moment de la journée les plus forts, c'est entre 17 et 20 heures, 21 heures. Le moment de la journée le moins fort, c'est à 6 heures du matin. C'est de 4, 5 heures du matin jusqu'à 7, 8 heures. Alors si on les mesure à ce moment-là, forcément, on va avoir des valeurs différentes. Donc si vous voulez évaluer les effets d'un programme, il faudra les évaluer au même moment de la journée, évidemment. Les réglages, c'est pareil, parce qu'on a des réglages de longueur des manivelles, tout ça, le dossier, l'inclinaison du dossier, tout ça, ça peut impacter considérablement, si vous mettre un appui ou pas de la jambe libre ou pas, tout ça, ça peut impacter considérablement la performance, mais dans des proportions très très importantes. C'est pour ça que quand je fais une évaluation, et si je veux le réévaluer à un autre moment, il faut que j'ai exactement le même paramétrage. Sinon, on va d'échouer l'écart. Il faut que ce soit bien, il faut que ce soit très 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 carré. Alors, ensuite, si j'obtiens la première courbe, et c'est la première courbe de celle-ci, si j'obtiens une deuxième courbe, par exemple, si je vais évaluer ici les effets d'un programme d'entraînement, je m'aperçois ici qu'effectivement, le pic de couple est supérieur, ça veut dire que ma force maximale augmente. Alors ça se traduit tout simplement par un meilleur recrutement des unités motrices ou un nombre de sarcomères augmenté. Si je prends un programme d'entraînement, peut-être que si mon nombre de sarcomères a augmenté, que ce soit en série ou en parallèle, la force que développe un sarcomère est identique. Elle est toujours identique pour les mêmes muscles. Évidemment, c'est comme dans un bateau, si on rame dans un bateau à 6, si on est 8, le bateau va aller plus vite forcément à 8 qu'à 6. Donc là, c'est pareil. Si j'augmente le nombre de rameurs, j'augmente la vitesse du bateau. Si j'augmente le nombre de sarcomères, j'augmente la force du muscle tout simplement. Par contre, je peux avoir aussi ce genre de courbe. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai mis moins de temps, le temps d'acquisition, le TDDM, le temps de développement de la tension maximale, il s'est raccourci. Donc ça veut dire que je mets moins de temps à atteindre mon maximum. Donc là, ça traduit soit une augmentation de la fréquence d'impulsion des potentiels d'action, soit une meilleure synchronisation entre les différentes unités motrices, voire même une meilleure synchronisation entre les muscles agonistes. Si j'obtiens ça, un temps de décroissance de la force qui se fait plus lentement, et bien là, c'est un avantage, parce que ça signifie que le délai de développement, parce que quand je fais ça, il y a un moment où le muscle se contracte, et tout de suite, au bout d'un certain temps, très rapidement, il se décontracte, en gros, il se dérecrute, il arrête sa recontraction. Le but, c'est que la contraction dure le plus longtemps possible. Donc, si j'ai ce genre de cours, c'est bien, surtout pour les gens des sports de propulsion, comme l'aviron ou autre. C'est très très intéressant. Donc, bien sûr, il faut connaître un petit peu toute la forme de ces cours et les dispositions de ces cours. L'entraînement est fondamental aussi. On sait qu'on va obtenir les gains les plus importants pour l'angle spécifique auquel on s'est entraîné. La vitesse d'entraînement est fondamentale. En gros, on sait que quand je m'entraîne à vitesse rapide, je vais améliorer ma force partout, à vitesse rapide et lente, surtout à vitesse rapide, mais aussi à vitesse lente. Alors que si je m'entraîne à vitesse lente, je vais améliorer ma force à vitesse lente, mais je ne vais pas du tout améliorer ma vitesse à vitesse rapide. Ce qui fait que la vitesse d'exécution en sport, elle est fondamentale. De toute façon, en sport, c'est toujours une histoire de vitesse. C'est toujours les plus rapides qui gagnent, même en marathon. On est bien d'accord. Donc il faut toujours s'entraîner vite. La vitesse est développée. Alors, juste une petite j'ai largement mon temps. Comment je peux aussi évaluer la fatigue. En gros, j'ai fait l'exercice. Est-ce que j'ai un niveau de. Alors, on sait que la fatigue, on la mesure sur le terrain. En labo, on a d'autres techniques plus précises. Mais en tout cas, sur le terrain, on peut utiliser la force. Je mesure sa force, je lui fais faire un exercice ou un entraînement, je remesure sa force. S'il a perdu de la force, il est fatigué. C'est très bien. Comment je peux savoir de quel type de force il s'agit? De quelle fatigue? Parce que la fatigue, ça peut être mon muscle qui est fatigué, on appelle ça la fatigue périphérique, ou ça peut être mon système nerveux central. C'est-à-dire que mon système nerveux central n'est plus en capacité à activer l'ensemble de mes unités motrices. Ça, c'est la fatigue centrale. Et il n'y a pas besoin d'être en laboratoire pour le savoir, même vous sur le terrain, vous pouvez le savoir, il vous suffit juste un petit stimulateur électrique. Alors même si vous n'y connaissez rien en électrostimulation, c'est pas très grave, vous mettez un courant de haute fréquence, intensité maximale supportable, et ça fera très bien l'affaire, ne vous inquiétez pas. Bien sûr, il y a des courants qui sont plus optimaux d'autres, mais même sans savoir ça, c'est donc comment on fait? On demande au sujet de réaliser une contraction isométrique, et puis on applique des électrodes dessus, et on envoie du courant. Regarde ce qui se passe.
Donc ça, c'est pas nouveau, ça date de 1954 toujours. Et sur le terrain, on ne sait jamais. Parce que sur le terrain, qu'est-ce qu'on fait dans tous les bouquins de ciseaux, sur le surentraînement, on va évaluer la testostérone, on va évaluer le cortisol, on va évaluer plein de choses. Mais des choses aussi simples que ça, c'est quasiment jamais fait, c'est très peu su, alors que c'est hyper simple. Et pas besoin d'être même paquet, rien. Vous les faites sur un ergomètre, vous mettez des électrodes, vous envoyez du jus, vous regardez la première force qui développe. C'est pas compliqué, c'est pas compliqué du tout. Comment on fait? Eh bien, la stimulation, ce qu'on appelle la stimulation de fonction imposée, c'est-à-dire qu'on lui demande de contraction, il va, top, c'est parti, allez, vas-y, il force, au bout de 2 ou 3 secondes, on envoie le jus, et là, on regarde ce qui se passe. Première possibilité, on voit la stimulation, c'est vraiment de notre, je ne sais pas, le capteur, sur le schéma de gauche, la petite pointillée là, j'envoie une stimulation, pendant la contraction, il ne se passe rien. Donc là, bon ben, au moins, c'est sûr qu'il n'y a pas de fatigue centrale. S'il y a une diminution de la force, mais qu'il ne s'est rien passé, la courbe ne va pas changer de forme, ça veut dire que c'est de la fatigue périphérique. Le muscle, c'est le muscle qui est fatigué, il n'est pas capable de produire plus de force. La courbe le schéma B, c'est plus pareil. Là, on voit qu'il développe une force, j'envoie une simulation, on voit que la force produite augmente. Donc là, ça veut dire que c'est le système nerveux central de l'individu qui n'était plus en capacité à stimuler l'ensemble des unités motrices, des fibres musculaires. Donc là, ça traduit une fatigue centrale. Alors comment c'est très simple, on a la formule, le pic de force en contraction volontaire, plus le pic de force en hysteroxydation, qui est supérieur au pic de force en volontaire. Et donc là, on fait le rapport vol sur vol plus ES, volontaire sur volontaire plus électroxydation. Si le ratio est inférieur à 1, il y a de la fatigue, ça veut dire qu'il y a de la fatigue centrale, tout simplement. Si il n'y en a pas, si par contre le rapport est égal à 1, eh bien, ça veut dire qu'il n'y a pas du tout. Ça veut dire que c'est de la fatigue périphérique, tout simplement. Ah oui, d'accord. Ah, il faut être d'accord. Merci. Ça m'a fait un peu long d'expliquer, alors que si j'avais vu ça, je n'avais pas besoin d'expliquer. Donc on stimule là, on stimule là. Si par contre on voit qu'au début, imaginons sans stimulation électrique, on applique la force, et puis que là, après entraînement, la force est là, ben, ça veut dire que voilà, il tourne en même temps, de toute façon, il y a de la force. Il y a une perte de force, il y a de la fatigue. De quelle nature elle est? Ça, c'est, voilà, on peut le savoir si on stimule ou pas. Alors, ça a été aussi étudié pour la même technique a été utilisée pour la fatigue chronique, hein. C'est pourtant pas récent. C'est Koutenakis en 1995 lors des Jeux Olympiques, des jeux de 88 et de 92, où il avait évalué des médaillés et des finalistes des Jeux Olympiques. Où il y avait là, en voie isométrique, il y a une stimulation, il utilisé la stimulation imposée. Et voilà, en gros, on a les sujets de contrôle, donc en gros, il stimule, on voit une stimulation électrique ici pendant le mouvement, il ne se passe rien. Là, avec les sujets surentraînés, eh bien, il applique une stimulation électrique. Qu'est-ce qu'on voit? La force était maximale. Donc là, c'est pas en fatigue, c'était pas en fatigue chronique. C'était par savoir, c'est pas pendant la suite à un exercice, avant l'exercice, après l'exercice, avant l'entraînement, après l'entraînement. C'est entre 2 séances d'entraînement, on le mesure et là, on constate un état de surentraînement. C'est pas la peine de faire des tests biologiques et autres très coûteux et qui prennent dans les spécialistes. Avec ça, on n'a besoin de rien. On peut détecter l'état de surentraînement avec ça tout simplement. Donc là, c'est un forme de fatigue centrale. Le désentraînement, c'est-à-dire qu'en gros, avant, j'étais à 5 entraînements par semaine, je suis passé à 2 ou 3 entraînements par semaine, donc je suis en état de désentraînement. Qu'est-ce qu'on a fait au bout de 3 ou 4 semaines? On a vu que la force était. Nous, on a vu que la force est diminuée, mais par contre, le quart était toujours complet. Le rapport vol sur vol plus ES est toujours égal à 1. Et donc là, ça veut dire qu'en tout cas, c'est un niveau d'entraînement, mais qui ne s'est pas traduit par un niveau d'activation incomplet des unités motrices. Le sous-entraînement, c'est-à-dire que quelqu'un qui est en permanence, une personne sédentaire par exemple, quand il fait ce genre de test, des gens sédentaires, on leur fait ce type de test, et bien parfois on observe une augmentation de ce rapport évolue. Ça veut dire que son système nerveux central n'est pas en capacité à activer l'ensemble des unités motrices. Parce que ces muscles sont sous-entraînés. Il n'est pas assez entraîné. Il suffit juste de l'entraîner, donc 2 mois, paf, il récupère un quart, un centre d'activation partielle tout à fait normal, égal à 1. Enfin, dans le cas d'un sous-entraînement. Le sous-entraînement chez la personne sédentaire, et surtout, on le retrouve surtout ce membre sup. Membre en général, tout le monde marche tous les jours, en principe, tout le monde marche un peu, tout le monde marche un peu les escaliers. En principe, le niveau d'activation est à peu près complet chez la plupart des gens. Au niveau du membre inférieur, il y en a qui ne font rien du tout de
supérieure, et au niveau du biceps, par exemple, il y a un niveau d'activation assez qu'on retrouve incomplet chez beaucoup de gens. Voilà. Alors, il faut savoir juste que le rapport en électrostimulation, quand on utilise, si on veut faire ce type de manip, alors on le fait en isométrique, on peut le faire en concentrique, on peut le faire en excentrique. En excentrique, attention, c'est particulier, parce que c'est un régime, ce régime, il est systématiquement plus fort quand on utilise la stimulation, même avec les gens qui ont un niveau d'activation incomplet. Pourquoi? Parce pour un régime excentrique, il y a un mécanisme neurologique d'inhibition qui va protéger des tensions musculaires extrêmes. Hein. On sait qu'il y a toujours une coagulation agoniste des antagonistes en concentrique, surtout en fin de course. Alors, et donc ça active les fibres A et ça inhibe les fibres de type 1A. Or, la stimulation sur le muscle, eh bien, cette stimulation électrique va stimuler les récepteurs cutanés, un peu au niveau de la peau, et qui va réduire, voire inhiber le mécanisme d'inhibition. C'est pour ça que le regroupement augmente, j'ai fini, augmente dans le sens du mouvement. Donc, ce qui fait que systématiquement, quand j'applique une stimulation électrique, je vais toujours avoir une valeur supérieure avec cette technique par rapport à la simple action mondiale. Donc c'est pour ça, si le but c'est de détecter la fatigue, il ne faut jamais le faire avec l'excentrique, sinon ça sera, on comprend que tout le monde est surentraîné, tout le monde est fatigué. J'utilise juste les limites de l'exocytisme. Un geste sportif s'effectue toujours à vitesse élevée, avec des charges faibles, avec beaucoup de chaînes musculaires, et donc il y a des différences réelles par rapport à la vitesse d'exécution. On sait que par exemple, la vitesse de course chez les sprinteurs, elle est de 802 secondes. Or, un appareil d'électrostimulation, les oscinétiques, c'est 502 secondes maximum. Le bras du smash en volleyball à haut niveau, c'est 5000 degrés secondes. C'est-à-dire 10 fois la valeur que l'appareil est capable de mesurer. Donc évidemment, c'est une limite à l'appareil. Et puis aussi, ce type d'appareil, on n'évalue qu'une seule coupe musculaire, et pas une chaîne musculaire. Quand je fais du montage, si je fais des développés couchés, je vais développer l'ensemble des chaînes musculaires. Les oscillations, ça ne sera pas le cas. Donc pour l'évaluation, c'est un appareil très précieux, très utile dans le monde du sport. Les paramètres qui sont indétectables en mode isométrique ou asymétrique, tels que le test de terrain, la musculation, le capteur de force, l'accéléromètre, l'activité UG ou cinétique, cinématique, qu'on ne peut pas déceler, on ne peut pas décider avec lesquels on peut le faire en isocytisme. Il y a d'autres cas de figure où c'est le contraire. En tout cas, pour ça, c'est important, c'est un appareil très utile pour la préparation et la prévention. Et enfin, pour l'entraînement, il est très limité, parce qu'il nous permet, quand on entraîne un seul sportif, pour une seule articulation. Alors, si vous avez un groupe de rugbyman de 45 joueurs, inutile de vous dire que même en fin de je vais quand même mettre en valeur le haut niveau marocain. Voilà. En tout cas, il me semble que le dernier, celui du milieu, c'est l'actuel, et que les autres, c'était des. Je pense qu'Anita Rouge. Je pense que c'est quand même des. Le Maroc, c'est quand même des gens. C'est